Cette réflexion sur le concept et ce qui va être proposé, c'est fondamental de l'intégrer en amont parce qu'automatiquement, ça aura un impact sur la conception des espaces en eux-mêmes. Le design, il est là pour rendre possible l'expérience qu'on veut proposer et les offres, quoi. Et le design est au service de votre concept. C'est pas l'inverse. C'est un outil. Bienvenue dans le podcast du Collectif Café spécial Paris Coffee Show 2025. Je suis Marie-Hélène Kennedy, productrice de la scène conférence et je vous embarque pour revivre 3 jours totalement caféinés. Plus de 22 conférences et plus de 70 experts m'ont rejoint sur scène pour faire partager leur passion et leurs convictions. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer la scène café de spécialité en France aujourd'hui. Que vous soyez du métier ou juste de passage ici, installez-vous, servez-vous une bonne tasse et on démarre. On attaque cette première après-midi de conférence de nos 3 jours sur un sujet qui, je pense, va toucher beaucoup d'entre vous, que vous soyez propriétaire de coffee shop ou futur propriétaire de coffee shop. C'est le design et l'importance du design dans votre établissement. Et plus précisément, on a voulu identifier avec nos expertes une tendance qui est, vous l'aurez peut-être tous constaté au cours de vos pérégrinations peut-être cet été, si vous avez voyagé en France ou à l'étranger, c'est l'uniformisation des coffee shops. Et on s'aperçoit que finalement, ce qui était hyper original il y a 10 ans, se retrouve quelconque aujourd'hui. Et non seulement on se retrouve quelconque, mais en plus on le voit partout. Et donc c'est un sujet qui nous a interpellés. On a vu qu'il y avait de la littérature dessus, des articles de fond sur cette problématique. Et on va voir ses raisons. Mais on n'a pas voulu s'arrêter là, parce que ça aurait été un constat peut-être un peu désagréable de se dire que finalement on va vers une prolifération de coffee shops et qu'en plus ils vont être tous identiques. On s'est dit, non, on va essayer de trouver vraiment de dégager des grandes tendances et puis surtout des tendances de différenciation. Donc pour ce faire, je suis accompagnée de 3 expertes. Je devais en avoir 4 et on aura un petit pensée pour Ugonna Agneke qui ne pourra pas être là cet après-midi. Rassurez-vous, elle va bien, mais disons qu'elle ne peut pas être là. Mais sa contribution a été très importante à cette présentation. Et donc, du coup, nos expertes vont reprendre ce que Ugonna a fait et on va le voir dans un instant. Alors, l'ADN d'un coffee shop tient vraiment à une définition précise de son concept. Et à la fois, on va voir comment le design est finalement une transposition très claire de la définition précise d'un concept. Alors, je suis Marie-Hélène Kennedy, formatrice en création d'entreprises dans le secteur du café. Je suis également élue au collectif Café et responsable de l'espace conférence. Je voudrais parler un petit peu de l'expérience, moi, que j'ai rapidement sur les élèves que j'accompagne en création d'entreprise, que ce soit dans les coffee shops ou les torréfactions. Et souvent, j'ai des élèves qui sont passionnés de café, qui sont conscients de l'importance de l'offre de boissons qu'ils vont développer, la boisson chaude, la boisson froide, la boisson de café, les boissons à base de café, les boissons alternatives au café, la food, etc. Mais je leur pose toujours la première question que je leur pose, c'est quel est votre concept ? Mon concept, c'est d'ouvrir un coffee shop. Ah non, c'est pas un concept. Quel est votre concept ? Alors, on va voir aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'on entend par concept, qu'est-ce que ça implique, et surtout, en quoi on va devoir le décliner, et surtout, le décliner sur quelque chose de très visuel, le design. Alors, nos intervenants, je vais vous les présenter rapidement. Virginie Descatreveau, qui est spécialiste de l'architecture commerciale, marketing, retail, qui est également ancien membre du jury du meilleur coffee shop de France et qui, à ce titre, l'année dernière, avait pu, dans les finalistes, juger de la pertinence pour délivrer les lauréats. Et le design faisait partie des critères qu'on a encore cette année. Sylvie Amar, fondatrice de l'agence Food Design, qui, comme son nom l'indique, regroupe des experts en design, stratégie, retail,
et communication. Et Sylvie accompagne, alors bien sûr, les torréfacteurs et les coffee shops, mais pas uniquement, puisqu'elle accompagne tous les métiers de bouche, les agriculteurs, les coopératives, les restaurateurs. Donc c'est bien au-delà du monde du café. Et enfin Noah Berger. Noah qui est notre sociologue du café et qui va mettre un peu de dimension sociologique à tout ce qu'on va décortiquer, parce que c'est intéressant de remettre finalement en perspective un discours qui pourrait être juste le choix des couleurs, le choix des objets, le choix des tabourets, le choix de la vaisselle. Et en fait, on va voir comment derrière, il y a une histoire et en quoi ça influe sur nos racines et notre histoire aujourd'hui des coffee shops en France. Voilà. Alors, les coffee shops explosent en France et on va voir, et moi j'ai tenu beaucoup à ce qu'on fasse une différence entre déjà l'étranger et la France. Pour ceux qui voyagent et qui connaissent les coffee shops à l'étranger, vous voyez clairement qu'il y a quand même des mondes différents ailleurs et en France. Et puis après, au sein de la France, on voit qu'il y a une différence, là aussi, on va le voir, entre Paris et la province. Alors, ni pour dire du bien, ni pour dire du mal, c'est pas le sujet. C'est juste pour se rendre compte d'une évidence. C'est qu'aujourd'hui, vous l'aurez vu dans la presse, les coffee shops explosent à Paris. Et quand je dis explose, c'est que pour vous donner juste une idée, on a fait une conférence de presse pour annoncer le Paris Coffee Show il y a une semaine. On a eu 22 journalistes, ce qui n'est jamais vu dans notre monde du café, que de la presse spécialisée, mais pas que, beaucoup de grands médias. On a eu tous les grands médias qui sont venus écouter le monde du café du spécialité et les coffee shops. Donc on voit bien que c'est une tendance aujourd'hui qui est ancrée et qui explose sur Paris. Alors, on va voir aussi que pour ouvrir à Paris, il va vraiment falloir se différencier. Parce que ouvrir un coffee shop aujourd'hui à Paris, c'est pas du tout la même chose qu'ouvrir un coffee shop en province. Moi, je dis à mes clients aujourd'hui, si vous n'avez pas déterminé encore le lieu d'ouverture, allez en province. Vous aurez beaucoup plus de choix, vous pourrez plus vous exprimer, vous serez plus à l'aise, ça vous coûtera moins cher et vous attirerez, vous serez plus différenciant bien souvent en province qu'à Paris. À Paris, il va vraiment falloir écouter nos experts pour arriver à justement avoir ces éléments de différenciation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer un peu par parler de l'uniformisation. Ce qu'on a voulu, c'est donner la place aux experts pour déjà vous faire un état des lieux sur l'uniformisation. Et une fois qu'on aura un peu défini toutes ces tendances et qu'on aura observé et analysé, on verra les éléments de différenciation potentielle. Noah, peut-être toi, tu peux nous parler de l'uniformisation en général ? Ce qu'on trouvait intéressant, c'est que Noah nous explique en fait un petit peu l'historique. On a pas mal de jeunes et de monteurs de projets et on trouve que c'est intéressant de se remettre un petit peu dans le contexte. Alors, pas trop long, parce que je sais que tu fais une conférence après qui est encore plus précise, mais c'est vraiment pour se dire aussi que nous aussi, designers experts, on a besoin de cet historique pour travailler sur le design. C'est important. Et juste pour faire une petite enquête là auprès du public, qui est propriétaire de coffee shop ou d'établissement aujourd'hui ? On en a un petit peu quand même. Qui veut ouvrir ? Yes. Je vais faire un peu une contextualisation historique. Et comme tu l'as bien dit, Sylvie, tout de suite après, on a une conférence sur l'histoire du café en France. Je vais essayer de pas trop aller en détail, mais quand même pour tracer quelques points importants, principaux. Déjà, l'uniformisation du café ou des coffee shops en France, elle sort ou elle se forme contre un modèle qui existe déjà. Ce qu'on appelle les coffee shops se distingue en France de ce que c'est le café et le café bistrot. Qu'est-ce que c'est le modèle du café ou du café bistrot ? Vous connaissez un peu l'esthétique. C'est les petites chaises en paille dehors. C'est une intérieur qui est un peu plus luxueux. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte sur cela, ce genre de café, le café à la française, commence à former déjà dans le XVIIe siècle. Le café arrive en France vers 1640, mais il se popularise vraiment avec l'arrivée de délégations ottomanes qui amènent un style de café qui n'est pas le café à la française comme on le connaît aujourd'hui. C'est le café
ottoman, turc, noir, fait à ce qu'on appelle souvent ibrique. Vous voyez ce que c'est? L'appareil qui est fait sur feu, ou jezve, parfois on l'appelle aussi. La royauté, les élites françaises aiment bien ce genre de café, le côté exotique, mais par contre, il faut inventer des manières et des codes françaises pour boire le café. Donc déjà là, on a quelque part première uniformisation qui se met en place. Donc on fait le café différemment. On boit plus le café à la turque, mais on commence à le faire plus côté filtre pour le mélanger avec du lait. On va en parler plus tard, plus en détail. Mais aussi, les lieux de consommation de café commencent à avoir une apparence. Donc, on a deux phénomènes qui se convergent pour faire le café français. On a d'un côté les cafés un peu élitistes, intellectuels, les salons de café, qui commencent à apparaître style Procope. D'ailleurs, qui est le premier café ouvert à Paris qui existe à ce jour. Il a été ouvert en 1686. Et là, c'est le côté un peu élitiste, avec les serveurs bien habillés. Ça s'ouvre en face des théâtres, par exemple. Mais en même temps, et un peu plus tard, on a aussi les cafés un peu populaires, avec les chaises dehors, en terrasse, on boit de l'alcool, il y a du Paris. Donc petit à petit, il y a ce modèle de café à la française qui commence à émerger et qui dure plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, même s'il est un peu menacé, on peut dire, par les coffee shops à l'anglo-saxon. Donc pour faire un grand saut de vin, pour laisser un peu de temps de discuter ce que c'est les coffee shops aujourd'hui, dans les années 70, il y a un nouveau mouvement qui commence à apparaître dans l'industrie de café, et c'est le specialty coffee qui commence à apparaître aux États-Unis. Et cette nouvelle perspective sur le café qui met l'accent sur la qualité donne naissance aussi à des chaînes de café anglo-saxonnes type Starbucks et ses pairs. Donc Starbucks, c'est un peu une reprise de café à l'italien, du coffee shop café à l'italien, mais avec un toucher un peu américain, rapide. Donc l'apparence est complètement différente. On est sur quelque chose où on s'assoit avec nos ordinateurs portables, mais on peut aussi prendre à emporter. Et ce mouvement arrive en France petit à petit dans les années 80, j'allais dire 90, années 90. Je suis avec en Belgique. Et du coup, ça commence à s'installer ici à Paris, un tout petit peu. Starbucks spécifiquement arrive d'ailleurs en 2004. Et là, ces dernières années, on commence à voir un nouveau modèle. Je pense que c'est surtout de ce modèle-là qu'on va parler, discuter, les exemples qu'on est en train de voir, si vous regardez déjà. Je n'ai pas besoin de beaucoup vous décrire à quoi ça ressemble parce que vous voyez, c'est le nouveau modèle de coffee shop qui commence à se développer dans les années 2010, un peu avant, encore aux États-Unis, un peu comme le Specialty Coffee Movement, mais aussi en Australie. Et juste pour vous donner ou placer quelques éléments des inspirations de ce modèle avant d'en discuter en détail. Donc, on a, moi je dirais, plusieurs interprétations de ce que c'est l'authenticité aujourd'hui. Donc, on a le côté un peu grunge, un peu rustique qu'on peut voir dans les studios d'artistes à Brooklyn, à New York. Vous connaissez bien les murs exposés, même les faux murs exposés. Parfois, il y a des coffee shops où on fait la peinture, ou le côté un peu tuyau dévoilé. Donc ça, c'est un côté un peu grungy. De l'autre côté, on a le côté épuré, qui est un peu plus scandinave, japonais. Ça aussi, ça exprime une forme d'authenticité, interprétation moderne, c'est-à-dire on laisse la place au café. J'ai découvert, grâce à vous, le terme Japandi. Japandi, Japon, Scandinavie. Dans ce genre de modèle, le Japon porte un poids assez fort. À la fois, on a les méthodes de préparation, le V60 qui vient du Japon, de Hario, mais aussi le design. Et puis, on a aussi un autre petit côté, qui est le côté exotique, je dis entre guillemets, triple guillemets, qui est par exemple les plantes exotiques qu'on voit partout. Donc ce nouveau modèle uniforme commence à se propager partout dans le monde, petit à petit, ce qui fait que où qu'on en va, que ça soit Istanbul, Tokyo, je sais pas, Paris ou San Francisco, on trouve le même genre de modèle qui a la fonction de dire, voilà, quelque chose de différent du modèle local, du café, du bistrot, de Kissaten au Japon, de Starbucks aux États-Unis, de l'Espresso Bar en Italie. Et c'est ça d'ailleurs, pour répondre à la question initiale, c'est ça aussi le rôle, la fonction et la valeur de ce genre de modèle. C'est comme un signal qui dit, voilà ce que vous cherchez, il y aura à l'intérieur quelque chose qui est déjà signalé par l'extérieur. Donc voilà le contexte. Désolée, c'était long, mais ça pose des éléments que j'espère on va pouvoir analyser. Merci Noah. Alors, je vais peut-être un petit peu répéter ce qu'a dit Noah, mais effectivement, on a essayé de synthétiser les tendances qu'on a vues émerger depuis un certain nombre d'années et qu'on voit aujourd'hui, qui sont des éléments d'uniformisation au niveau design. On les a regroupés un peu en 4 thématiques.
autour des bois déjà. Donc on peut travailler le bois de plein de façons. Donc on est en bois clair, bois foncé, plus ou moins chaleureux, plus ou moins graphique. On a quelques exemples là, que ce soit à Paris avec Candle Cotkins ou même Porto. L'autre tendance au minimalisme, on est complètement dans l'épure, et cette épure, elle peut être autour des blancs, des aciers, mais effectivement très sobre, ou le mix des deux d'ailleurs, avec le Japandi ou le style scandinave que Noah évoquait tout à l'heure. Donc là, on a également des exemples. La troisième tendance qu'on a caractérisée, c'est l'esprit qu'on a appelé esprit New York. On est dans le côté un peu loft, brick, un peu à la Friends. Alors évidemment, ce que je n'ai pas précisé, c'est que on a souvent des mix entre ces tendances, bien évidemment, mais ça fait partie des 4 familles qu'on a voulu synthétiser. Et dernière famille qu'on a voulu représenter, c'est le côté un peu destroy, Noah en parlait également, où on est dans le brut, donc on va avoir les briques, le crépi un peu abîmé. Alors soit par choix de style, soit par choix d'économie, tout simplement par rapport au local précédent, ou par choix, je vais résumer un peu, environnement, voilà, d'engagement environnemental, de ne pas utiliser de nouvelles ressources pour la déco en tant que telle, en fait. Donc voilà, ça c'est pour la partie stylistique. Et puis après, on a des éléments d'uniformisation, de code qu'on retrouve au niveau des éléments constitutifs du coffee shop par rapport à son aménagement, par rapport à ces éléments effectivement au sein de l'espace. Et là, c'est peut-être Sylvie qui va en parler un peu plus. Ouais, en fait, tout ce qu'on se disait, c'est que de toute façon, même si je vais parler un petit peu de marque, je vais faire une petite aparté pour nous, designers. Effectivement, comme disait Marie-Hélène, un coffee shop, c'est une nouvelle future marque ou pas. Le temps nous dira si c'est une marque ou si c'est juste un magasin où on boit du café, où on mange un petit truc. Et quand les porteurs de projets nous disent « je veux faire mon concept », on leur demande toujours, effectivement, je te rejoins, c'est quoi votre différenciation ? Parce qu'il y en a tellement qu'il va falloir trouver des différences. Et nous, c'est important pour nous de vous poser des questions et de trouver en fait ce qui va. On va tirer sur les ficelles de la marque que vous voulez créer et sur les éléments qui vous sont chers. Donc des fois c'est l'engagement, des fois c'est la torréfaction, des fois c'est le fun, le sport. Enfin, il y a plein de choses qui caractérisent que l'être humain est différent et qui vont faire que c'est votre lieu. Et comme les coffee shops, c'est 85% d'indépendants, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas que des chaînes. Donc c'est intéressant aussi d'être soi-même et de faire un concept qui vous ressemble. Et nous, notre job avec Virginie, c'est de vraiment faire des choses qui ressemblent aux porteurs de projets et pas à ce qu'on a envie de faire, mais vraiment ce qui est cohérent avec un business model. C'est là où je reviens avec Marie-Hélène et ses formations. C'est-à-dire si le business model est pourri, je suis désolée de vous dire que ça ne marchera pas. Vous pouvez vous faire plaisir tant que vous voulez, mais des coffee shops, on en ouvre et on en ferme. Soyons cohérents avec la vraie vie. Mais il y a quand même des codes qu'il faut respecter parce que c'est un métier qui est nouveau et que si on rentre pas dans un comptoir un peu identitaire avec une machine évidemment de préférence en front, la machine star, voilà, ça je vous apprends rien, mais c'est des codes qu'il faut quand même respecter pour que votre concept soit lu de l'extérieur du passant. Donc la vitrine, l'emplacement, les millimètres, les pas, le poste du barista, c'est pas juste me fais plaisir, c'est combien de pas je vais faire derrière un bar et un comptoir. C'est un menu board qui est dans un style spécifique. Vous le connaissez, mais en province, on va pas faire du tout le même menu board qu'à Paris. Soyons cohérents. La carte aussi de l'offre va être différente. La clarté de l'offre, les codes graphiques, donc ça j'en ai parlé. Tabouret et banc. Starbucks, elle nous a instauré dans la deuxième vague, du confort pour aller boire un café. Et là, maintenant, on est sur des coffee shops où on a un peu mal aux fesses pour rester poli et on mange des trucs qui coûtent super cher et on boit des trucs qui coûtent super cher. Voilà, mais c'est le kiff total. Ça, c'est le coffee shop aujourd'hui. Comment est-ce que je fais un business model là-dessus en utilisant ces codes-là, en faisant de la convivialité? Il y a une vraie question sur la rentabilité et le fait de faire revenir alors qu'on se sent mal. Fidéliser. Et donc, il y a eu ce côté très instagrammable. Donc, on fait venir, on prend la photo, sauf qu'effectivement, on n'est pas confort. Et du coup, on a joué le design à fond, uniquement, sans avoir travaillé son offre, sa proposition de valeur. Et sa fidélité. Voilà. Comment on peut faire revenir par l'intégralité des composantes? Et je rajoute les mots, parce qu'effectivement, on est parti de mots. Nous, quand on a analysé, on avait coffee shop. OK, coffee shop pour dire les choses. Franchement, il y a 10 ans, personne ne comprenait ce mot-là. Aujourd'hui, c'est plus cool, mais c'est quand même spécifique. On a vu café spécialité, qui n'est pas inscrit sur tous les coffee shops, où ils font quand même de café spécialité. Donc c'est aussi un positionnement qui est spécifique. À qui je parle, qui est ma cible, où est-ce que je m'implante, local, travailleur, etc., etc. On voit beaucoup le mot café revenir, alors que ce sont des coffee shops. Et on voit le mot coffee tout court arriver. Donc ça, c'était intéressant aussi dans notre analyse qu'on a fait juste pour vous, pour cette conférence. Parce que c'est important de se dire que ça évolue très très vite et que même nous, on est obligé effectivement. Alors, Hugonat, qui malheureusement pas là, représente vraiment le côté cahier de tendance. Et c'est intéressant d'avoir travaillé aussi toutes les 4 pour comprendre comment ça joue. Je voulais leur poser une question intermédiaire parce que tu as dit quelque chose de très intéressant. Virginie parlait de Instagram. Comment vous voyez l'influence d'Instagram? Parce que le contexte temporel
est très intéressant. Ça façonne nécessairement beaucoup la manière dont on fait le design de café. Et quel challenge vous voyez là-dedans? Oui, je pense que c'est effectivement incontournable et qu'aujourd'hui, dans une conception, tu es obligé d'intégrer des aspects instagrammables et le fait et le branding, dans le sens où ok, c'est sympa d'avoir une photo de son lieu prise par X personnes qui vont venir, mais c'est bien si on identifie qui est ton lieu. En tout cas, moi, c'est mon approche. C'est de dire qu'à un moment donné, il faut relayer le logo et l'identité de la marque pour que Instagram, on s'en serve comme relais et que ce soit pas... Alors, c'est un indispensable, mais autant en faire une force et un outil au service du projet et de la marque et du lieu, en fait. Maintenant, c'est pas effectivement Instagram pour Instagram et le design pour le design. J'étais intervenue l'an dernier, c'était ce que je disais. Si c'est le design coûte que coûte, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que ce soit au service de l'expérience et de ce qu'on veut véhiculer comme image, comme identité. Et je rajouterais que Instagram est un des outils de communication, comme le design l'est aussi. Donc du coup, dans ce écosystème d'une entreprise, aujourd'hui, le digital fait partie intégrante de l'entreprise. Ceux qui oublient un budget conséquent annuel de communication digitale vont un peu dans le mur. Alors, avant de continuer sur les axes de différenciation, je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit, et je pense que c'est super important, sur le choix des mots. Si vous allez vous appeler café, coffee shop, coffee. Alors, sachez déjà que coffee, ça ne veut rien dire. Ça, c'est la traduction française de café. Mais si vous mettez pas coffee shop, pour un anglophone, vous lui dites que c'est des grains de café, le nom de votre endroit. Donc, il va penser plutôt que vous êtes torréfacteur. Voyez? Donc, essayez de ne pas prendre de mots anglais, ou en tous les cas, si vous décidez de mettre un mot anglais, adressez-vous à un anglophone avant de valider votre nom, pour bien comprendre ce que vous mettez. Hein? Surtout si vous êtes dans une zone touristique. Surtout si vous êtes dans une zone touristique. Donc, coffee, un nom à coller avec coffee derrière, ne veut rien dire pour les anglophones. Si vous voulez insister sur le fait que vous êtes un café, soit vous avez le choix entre le mot café, soit le mot coffee shop. Voilà. Donc, et ça n'aura pas la même connotation, d'ailleurs, dans votre ADN, si vous mettez coffee shop ou café. Donc, posez-vous ces questions. Ça, c'est une première chose. Je rebondis. Si on est torréfacteur, c'est bien de le communiquer aussi, parce que c'est une vraie valeur ajoutée, notamment par rapport à tous les copier-coller d'investisseurs un peu opportunistes qui se disent je vais développer un coffee shop et qui sont pas du tout dans le café de spécialité en réalité. Si en plus vous avez la carte torréfaction, c'est une vraie valeur ajoutée. Autant le communiquer. Deuxième chose que je voudrais vous dire, nos experts ont abordé la notion de rentabilité. Attention aussi sur le design. Il faut resituer le design dans son concept de rentabilité. Avoir par exemple des espaces confort, des sièges assez grands, des canapés, vous verrez que très rapidement, vous allez empêcher d'avoir plus de clients assis dans votre établissement. Or, parlez à des restaurateurs. Je dis pas parler à des patrons de coffee shop, parler à des restaurateurs. Vous verrez que le restaurateur, lui, il sait très bien optimiser son espace. C'est-à-dire que plus il mettra de tables et de chaises dans un espace, plus il connaîtra et il saura qu'il sera rentable. Alors oui, c'est peut-être joli d'avoir des grands espaces où on est très à l'aise, mais sachez que quand vous avez un canapé, instinctivement, un client ne va pas s'asseoir à côté d'une autre personne. Donc, votre canapé, il va être réservé peut-être à une personne. C'est la même chose sur les tables. Réfléchissez à tout ça. Je vais m'arrêter là parce que ça, je pourrais en parler pendant 50 ans. Je sais qu'il faut y aller. Alors, nos actes de différenciation. De la même manière qu'on a synthétisé un peu les tendances de standardisation, nous avons cherché à identifier des axes de différenciation à travailler évidemment, avec évidemment là encore des recoupements potentiels. Le premier axe qu'on souhaitait vous présenter, c'était l'approche d'incarner. Incarner, ça peut être par rapport à la personnalité des fondateurs. On a pris l'exemple d'Aficionado. Ensuite, en l'occurrence, Sylvie rentrera un peu plus dans les illustrations des exemples. Là, je vais vous donner les tendances, les axes qu'on a travaillés. C'est une personnalité. Donc là, le couple incarne véritablement son lieu, prend la parole et ainsi de suite. Mais ça peut être aussi une histoire par rapport à un héritage familial à exploiter. Ça peut être évidemment une culture autour de la région, évidemment les cortados, les capés, big shot, fauna et ainsi de suite. Ça peut aussi être incarné à travers une égérie qui peut, là on a pris l'exemple de Bob Coffee Lab en Roumanie, c'est une sorte de chien un peu bizarre qui va être présent à la fois sur les lieux, à la fois dans les prises de parole. C'est un univers un peu décalé, mais c'est ce chien qui incarne
Bob Coffee à travers l'ensemble de la marque. Évidemment, au niveau du latte art, par exemple, ça va être des petits chiens et ainsi de suite. Le deuxième axe, là aussi, Sylvie va un peu le développer, c'est relier. Dans relier, on met relier les personnes entre elles autour de centres d'intérêt, des communautés. Ça peut être des loisirs, ça peut être des sports, ça peut être la culture et des usages. Et donc, effectivement, ça peut être des ateliers artistiques ou les cafés céramiques, le coffee shop de quartier comme partage, où on s'inscrit vraiment dans le quotidien des personnes. Et effectivement, on est un lieu d'échange un peu social. Ça peut être autour des jeux. Ça peut être également des lieux hybrides, en effet, qui vont relier des univers. Donc là, on en parle beaucoup en ce moment, le lien entre le retail, donc là dans le sens retail, boutique de mode, qui vont ouvrir des coffee shops permanents ou éphémères. On prend l'exemple de Prada. C'est vraiment lier et mettre en connexion des univers, des personnes ou même les pets, c'est-à-dire effectivement les chiens. C'est aussi le cas d'ailleurs quand je parlais de Bob Coffee Lab. C'est relayer dès qu'il y a un chien à l'intérieur et ainsi de suite, montrer qu'on est pets friendly. Ou autour de la culture, par exemple, c'est Bonjour Jacob qui va proposer une sélection pointue de vinyles, de magazines. C'est le cas également sur Wide Open Road en Australie, sur Byron Bay, qui se veut véritablement un hub culturel, alors un peu autour du surf. Ou à Toulouse, le Café Visionnaire, on a une offre. Là vraiment, c'est pas juste des produits dérivés, quelques mugs, quelques t-shirts. C'est vraiment une offre de vêtements, de prêt-à-porter et coffee shop et lieu d'événement. Ils enregistrent des lives, ils ont carrément développé des playlists. Donc là, le coffee shop est vraiment un média en tant que tel, en fait. Et le troisième axe, encore une fois, avec des interactions potentielles entre tout ça, évidemment, c'est oser. Donc c'est twister les codes. Alors ça va être autour des couleurs, autour des matériaux. C'est changer le parcours client. Alors, encore une fois, il faut que ce soit évidemment au service de l'expérience et que ce soit pas complètement antinomique avec l'ergonomie et ce qu'attend le client et un certain confort. Mais là, on prend l'exemple de Harvest où on a une sorte d'îlot central. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça peut être une identité visuelle très forte, très assumée, mais en tout cas, prendre un parti, l'assumer et le décliner véritablement autour d'un univers. C'est vrai que j'aime bien l'exemple de Coffee Mamiya, c'est à Tokyo. On a vraiment un parti pris en termes de design et d'ergonomie, dans le sens où on va avoir tout un mur retail. Donc là, le retail dans le sens vente de produits de café, en fait. On a tout un mur de café et passé ce mur, on est vraiment dans un espace qui se veut véritablement salon de dégustation. Alors avec tout un cérémonial, on le voit, les serveurs sont en chemise blanche, etc. Mais là, on a vraiment une interaction et une approche très pédagogique du café où on va expliciter les variétés, le pourquoi, du comment et ainsi de suite. Je vais laisser Sylvie rentrer un peu plus dans les détails. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que sur ces trois, alors c'est des classements que nous on a décidé pour vous présenter des choses et classer un petit peu et analyser. De toute façon, tout peut se travailler à partir du moment où on a une incarnation de quelque chose. C'est quelqu'un, c'est vous, c'est votre marque. C'est vraiment des choses différentes qui vont se traduire différemment aussi en fonction de la cible que vous avez. C'est-à-dire qu'on fera pas la même chose en province et à Paris. Ça, on est tous d'accord. Tous les experts vous le diront. En tout cas, on peut pas faire le même business model et aussi l'image de marque est différente. La compréhension est différente, les usages sont différents. C'est super important. On a beaucoup d'animaux qui débarquent de l'Asie, qui sont très très importants. Bandi est une bonne exemple. Un petit personnage va être intéressant. Attention, si on le fait juste, on le plaque sur la vitrine et qu'on ne le fait pas vivre, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Instagram est un des outils et l'outil branding, il est intéressant si l'ensemble des choses vont le faire vivre. Donc on choisit pas un renard pour un renard ou un kangourou. C'est juste qu'il faut le faire vivre et sa communauté va être intéressée. Donc si vous n'êtes pas convaincu véritablement de votre kangourou, ça ne fonctionnera pas. C'est juste une illustration qui va être posée là et qui ne va pas, non pas amuser, mais animer un lieu de restauration, car c'est un lieu de restauration, ne fonctionne que s'il est animé. Les restaurants qui se cassent la gueule en ce moment, c'est parce qu'il n'y a aucune animation. Et on le voit, nous, en tant qu'experts, désolé, mais il n'y a rien qui se passe dans ton restaurant, donc on n'y va plus. Et quand les influenceurs s'en vont, c'est parce qu'il n'y a plus d'animation. Hop, ferme la parenthèse. Donc, le petit animal, il est intéressant. Il capte beaucoup de gens. En ce moment, on est très dans l'affect et le côté animal est plutôt sympathique. Mais il faut que c'est du sens par rapport à votre projet. Philippins, on l'avait compris, l'incarnation par rapport à une culture, c'est une différenciation. Il y a un petit mouvement sur Paris qui est de café, coffee shop asiatique. Et après, sur des illustrations ou des photos, évidemment, ça va être la personnalité des personnes. Est-ce que vous êtes en capacité d'incarner véritablement votre lieu? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. C'est qui prend la parole?
Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Peu importe. C'est la capacité, en fait, que vous aurez à développer de l'animation et une vraie relation avec le client et votre cible. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on choisit, en fait, stratégiquement une marque, non pas parce que ça nous fait plaisir ou parce que la tendance est comme ça, mais parce que ça vous correspond. Et nous, en branding, c'est vraiment des choses qu'on fait travailler à nos clients, c'est qu'on leur sort les verres du nez pour savoir jusqu'où ils vont pouvoir aller pendant 10 ans, pas juste sur les 6 premiers mois de lancement. Pas la même chose, hein. Donc ça, c'est vraiment l'incarnation qui nous paraît intéressante pour que du coup, les gens vous suivent. Incarner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais fédérer, je vais fidéliser et je vais tirer les gens vers moi toute l'année, à partir de 7h du matin jusqu'à 20h. Relier, ce sont des choses, on a parlé un petit peu. Je vais juste revenir sur des exemples. Monstera qui est lié à des plantes, il y a des boutures, c'est vraiment des choses spécifiques. Je reviendrai encore sur le business model. Là, on est à Marseille avec des plantes vertes. Qui va venir acheter et des livres? Qui va venir acheter souvent des boutures? Voilà, quel rythme? En fait, comment est-ce que vous construisez votre business model sur ce genre de choses? C'est très esthétique, c'est très sympathique. Jusqu'où ça va? Ça, il faut vraiment se poser la bonne question. Celui qui a fait Full Bloom Café à Nice est très très en lien avec les chiens. Il donne de la nourriture spécifique aux chiens, il en vend. Il y a un pet animal, enfin tout ce qui est attrait, c'est super. Mais voilà, il faut vraiment que ça soit dans la conviction et dans la réalité de la chose. Sinon, ça ne marche pas. Et encore une fois, le business model. Un café, c'est 14 centimes en café de spécialité. Combien je le vends et combien de temps je mets pour le préparer, etc., etc. Le peloton, c'est atelier de vélo et réparation de vélo aussi, qui est pas mal. Ça marche très bien en province. Il y a beaucoup de lieux qui fonctionnent sur le vélo. Paris, mon copain qui a le truc de vélo, c'est compliqué parce que le vélo à Paris, c'est une autre mode et on est encore sur un autre mode de fonctionnement. Donc c'est pas si simple que ça de relier. On a vu des choses sur le sport. On avait vu aussi des choses intéressantes par rapport à ça. Donc tu as parlé de Mamaya Virginie. Je vais pas le revenir là-dessus, à part que juste ce côté central est vraiment intéressant. Et ça m'a fait penser à une boulangerie, parce que moi je suis aussi, on voulait vous mettre Blondie comme exemple, qui est un torréfacteur qui est issu de la boulangerie, puisque c'est le fils Kaiser qui a monté ce coffee shop à la française, mais qui est un mix entre la boulangerie. Et on arrive vraiment aujourd'hui à ce mix de concepts. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, les coffee shops qu'on travaille, il y a toujours ce côté un petit peu boulangerie, où la boulangerie a complètement intégré le coffee shop. Si vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas une seule boulangerie qui sert pas un café. Pas forcément de spécialité, mais c'est intégré. Donc on est dans ce mixte en fait des choses. Donc c'est pour ça que le discours externe, il faut qu'il soit vraiment très très précis, présent et pas en conflit avec le copain d'à côté, parce que la guerre elle est entre le retail GMS, la boulangerie, le coffee shop, le vrai café, le restaurant, enfin et le snacking et le food truck. Voilà. Mais c'est vrai que cette réflexion sur le concept et ce qui va être proposé, c'est fondamental de l'intégrer en amont. Parce qu'automatiquement, ça aura un impact sur la conception des espaces en eux-mêmes. Le design, il est là pour rendre possible l'expérience qu'on veut proposer et les offres, quoi. Et le design est au service de votre concept. C'est pas l'inverse. C'est un outil. On voulait vous parler de Babarista parce que ça fait de Baba qu'on a trouvé très sympa, qui a ouvert dans le 2e. Baba Yoga Social Club, yoga, pilates, café et compagnie. Et c'est vraiment dans la tendance, c'est-à-dire qu'on a un lieu qui est très fort visuellement, qui attire, mais après il faut qu'il y ait du lourd derrière, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les personnes fassent des vrais cours, parce qu'il y a un lieu, il y a une salle, et on a trouvé sympathique le côté Babarista, barbe à papa, les couleurs, tout ça. Donc on est bien dans cette tendance vintage aussi qui va être de plus en plus présente. Attention aux années 70 qui arrivent, tout le monde va en faire. Ça va être compliqué de s'y retrouver et de trouver en fait votre personnalité au sein des années 70, parce que là on va en bouffer pendant 3, 4, 5, peut-être 10 ans. Et Shine ou Shine, on ne sait pas comment le prononcer, je suis désolée. Shine, qui est très 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 visible de l'extérieur, qui catégorise vraiment ces sites avec des lieux très très forts, qui va capter. Après, on verra si le temps fait que ça résiste aussi. Oui, c'est ça. Mais en fait, je peux rebondir sur les derniers éléments que tu as dit parce que ça connecte assez bien avec un regard sociologique de tous ces phénomènes. En sociologie, jusqu'aux années 90, on parlait de la globalisation de la culture mondiale. Et à partir des années 90, 2000, on commence à parler de la glocalisation, c'est-à-dire global plus local fait glocal. Et étrangement, je pense la chaîne qui incarne le plus ce concept, c'est McDo. Pourquoi? McDo, c'est une chaîne ultra Uber américaine, mais quand ils arrivent dans des nouveaux endroits dans le monde, ils intègrent des éléments locaux. Par exemple, en France, il y a le Mec Café qui marche hyper bien. En Inde, il y a le Mec Bombay et au Japon, il y a le Mec Sakura. Donc, c'est cette idée de prendre un modèle très uniformisé et en mettre des éléments locaux.
Donc, ça a du sens du point de vue de distinguer sa personnalité, se distinguer du reste. En France, ça peut avoir aussi un sens dans le contexte de, par exemple, la gentrification et à quel point nos cafés, nos coffee shops sont accessibles pour des publics qui sont pas juste des jeunes mondialisés, ce qu'on appelle parfois les hipsters. On le voit en France depuis quelques années. On voit deux phénomènes intéressants. On voit d'un côté les PMU et les bistrots qui commencent à adopter le café de spécialité, c'est-à-dire à servir du café de spécialité, à se moderniser un peu. Mais il y a aussi des coffee shops. Blondie, c'est un très bel exemple en fait, qui prennent des éléments un peu traditionnels, du bistrot, du café. Il y a Belleville Brûlerie qui est un exemple assez connu. Tout leur branding, c'est un peu l'histoire du café en France. Il y avait même le café Alain Ducasse à un moment, c'était comme de café spécialité mais déguisé en bistrot parisien. Eux, on parlait de langage, ils ont changé le terme barista à cafélier. Et leur café le plus cher, c'était un café français, soi-disant des îles de la Réunion. Donc ce truc de s'inspirer un peu des codes traditionnels du passé, ça peut extraire de la valeur. Il y a deux sociologues très intéressants, Luc Boltanski et Arnaud Esquer, ils ont publié il y a quelques années un livre qui s'appelle Enrichissement. Et là-dedans, ils disent que des nouvelles manières pour créer de la valeur, c'est extraire de la valeur du passé. La nostalgie, ça se limite pas au café, c'est dans tous les domaines. Les voitures, vous avez parlé aussi de vintage, de nostalgie. Donc c'est une manière de justifier des prix plus élevés. On revient sur quelque chose du passé pour créer l'avenir, mais c'est aussi une manière encore de devenir plus abordable. Par exemple, on est dans un quartier où il y a moins de coffee shops, c'est moins d'ailleurs gentrifié si on le passe dans un contexte social. Les coffee shops sont des acteurs importants dans la gentrification des villes, un processus qui commence avec l'attirance augmentée d'un quartier puisqu'il est authentique, mais qui finit par l'arrivée des grandes chaînes et par la poussée des habitants qui y vivaient à l'origine. Donc, par exemple, intégrer plus de codes traditionnels, penser plus non seulement à sa personnalité, mais au quartier dans lequel on se trouve, par exemple, peut être une manière de au moins faire sentir les gens, être plus à l'aise d'aborder, d'approcher, parce qu'on est d'accord que les modèles third wave peuvent être un peu aliénants. C'est-à-dire ce côté épuré, ce côté pas tout le monde va se sentir à l'aise. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec les codes un peu locaux, la glocalisation des cafés, que exprimer sa propre personnalité. Et je pense que je peux continuer vers le côté Asie de l'Est, parce que si on parle de glocalisation également, il y a une autre tendance très intéressante. On a déjà vu des exemples qu'on peut voir à Paris. C'est l'intégration des modèles un peu de l'Asie de l'Est. On dit un peu que le pouvoir, le soft power commence à devenir plus de l'Asie de l'Est que juste le monde anglo-saxon, les États-Unis. Bon, c'est juste une petite tendance, mais on le voit aussi dans les coffee shops. On a à Paris aujourd'hui des coffee shops hongkongais, comme Bing Soot qui fait un peu diner hongkongais. On a Café Chine, qui est d'inspiration coréenne. On a quoi d'autre? Capé, qu'on a vu aussi, qui est d'inspiration philippine. Tiba, un endroit qui est complètement specialty coffee. L'une des propriétaires, c'est un couple, sa famille est originaire de Vietnam, donc ils servent le café dans des tasses en porcelaine venues de Vietnam. Ils ont un très joli dessin de porcelaine qu'ils ont amené du Vietnam. Donc cette nouvelle glocalisation est très intéressante à suivre et exprime des mouvements plus grands, je pense, géopolitiquement et économiquement parlant. Donc, je vous laisse relayer. On voulait juste finir par vous montrer des photos d'Asie que Gona avait sélectionnées pour nous, avec des différents espaces qui nous paraissaient intéressants. Alors, c'est pas forcément intéressant pour suivre, c'est intéressant pour connaître et savoir que ça existe. Parce qu'effectivement, suivre au prix du mètre carré des travaux, je pense que tout le monde ne pourra pas suivre, clairement. Mais intéressant de voir ce côté un peu destroy qui est très, très, très travaillé sur cet exemple. Et on a appelé ça du décloisonnement esthétique des espaces, pour être très intellectuel. Mais c'est vrai que avant, c'était juste un mur un peu destroy. Et là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses qui sont ultra travaillées. On va laisser un bout de mur, mais c'est hyper esthétique, c'est hyper bien fait. Et j'avoue que le côté presque japonisant et maîtrisé est très joli sur Instagram. Après, à vivre, il faut voir comment ça se gère. Et au niveau hygiène, évidemment. Et au niveau, voilà, service hygiène, j'allais dire. Service hygiène, il passe pas forcément. Mais c'est intéressant de voir ce que font les autres. Les plantes vertes sont toujours d'actualité. Et il y en avait d'autres. Autour des contes de fées, en fait, la thématique un petit peu aspirationnelle d'une féerie, d'un univers, etc. Super intéressant. Ça arrive vraiment. On est tous d'accord pour dire que le côté féerique et le côté Alice au pays des merveilles
Là, il y a une vidéo normalement qui devrait nous montrer un truc de fou. C'est une projection à l'intérieur en fait de l'espace qui fait croire aux gens qu'on est dans la mer en fait. Donc ça, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que par des effets effectivement juste technologiques, vous transformez un espace qui est vide dans quelque chose de dingue. Donc ça, il faut le maîtriser. Et quand on parle d'animation, c'est pas juste parce qu'on met une petite vague une année, il va falloir capitaliser sur un peu plus que deux. Mais c'est bluffant. C'est ça, là, l'enjeu, il est effectivement de faire revenir après l'essai une fois pour voir ce que ça donne et à quoi ça ressemble et ainsi de suite. C'est effectivement des choses qui sont phénoménales. Donc on aime bien les montrer en cahier de tendance, hein, ça inspire. Après, on voit ensemble ce qu'on en fait. C'est une très belle présentation. Le travail qui a été fait sur la recherche et les tendances, je vous remercie beaucoup à toutes, et y compris Ugona qui est pas là, parce que c'est un vrai travail de cahier de tendance. Avant de terminer, je voudrais passer la parole au public. Est-ce que vous avez, on peut prendre à mon avis 2 questions. Oui, j'ai une petite question sur le marché. Vous avez expliqué en intro qu'en province, c'était peut-être plus rentable de monter son coffee shop. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Notamment parce que à Paris, il y a quand même un PIB par habitant qui est bien plus haut. Il y a peut-être une culture du café qui est aussi un peu plus haute. C'est quoi les arguments qui pousseraient à ouvrir en province ? Alors, si on a dit ça, c'est qu'on s'est mal exprimé. C'est pas plus rentable, c'est différent. On peut pas faire le même business model en province qu'à Paris, parce que la clientèle est différente. Donc la rentabilité va être différente. Je pense que Marie-Hélène va vous répondre aussi là-dessus. Oui, alors c'est moi qui ai dit ça et en fait je l'assume totalement. Je pourrais t'en parler longuement. En fait, aujourd'hui, il y a un phénomène de locaux commerciaux à Paris qui sont extrêmement chers, avec des surfaces, avec des loyers très élevés et une nécessité de se différencier et donc d'investir à la base qui, à mon sens, est complètement démesurée à Paris et qui est beaucoup plus difficile à rentabiliser. Et donc, je pense qu'à Paris, en province, d'abord, tu vas trouver des choses moins chères, des artisans moins chers, des archis, des objets. Alors, peut-être pas le café, mais en tous les cas, tu vas... Et le loyer, et les droits d'entrée. Et donc, sans devoir te creuser autant la tête qu'à Paris, tu vas pouvoir créer un coffee shop si tu es premier porteur de projet, première ouverture de coffee shop, et c'est la première fois que tu vas faire ça. C'est compliqué à Paris d'arriver au niveau auquel on est arrivé aujourd'hui. C'est pour ça que je dis la province, vous allez être plus cool, plus décontracté à faire quelque chose qui va vous correspondre plus sur des coûts qui vont être moins élevés et donc une rentabilité un peu plus aisée. Voilà. Après, pour autant, même en province, j'ai quand même tendance à dire, moi j'interviens aussi pour des projets en province et ça fleurit, évidemment le rythme n'a rien à voir et c'est moins saturé, mais il y a quand même une acculturation qui se fait petit à petit et du coup, même en termes de design et d'archi, etc., je trouve que c'est quand même bien de, encore une fois, pousser le curseur un peu, de challenger, que ce soit sur l'offre ou le concept design en tant que tel, parce que dans 1 an, dans 2 ans, la clientèle de province aura le même niveau de connaissance et d'exigence qu'à Paris. Mais en revanche, effectivement, les coûts sont différents et c'est à intégrer dans le business model. Oui. Ça, c'est clair. Et encore une fois, il faut différencier en province les grandes villes. Il y a province et province, ouais. Voilà, il y a province et province. Tu regardes la scène café à Bordeaux, à Lyon, même aujourd'hui à Marseille. C'est des scènes café extrêmement animées avec énormément de coffee shops. Donc, même dans ces villes-là, il va falloir jouer sur la différenciation, la performance et vraiment le côté ADN distinctif. Tu arrives dans une ville de province, je te dis n'importe quoi, Dax. Il y a une offre café qui est très limitée, voire inexistante en café de spécialité avec les codes de coffee shop. Donc, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup plus facilement une identité différenciante par rapport s'il y a que des cafés et des bistrots. Il suffit que tu ouvres un coffee shop qui tienne la route, déjà, tu vas te différencier. Par contre, si tu arrives sur une ville de province, tu as déjà 10 coffee shops, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Voilà. Vous pouvez parler avec nos 3 experts sans aucun problème. Et puis, on reste à votre disposition. Et je vous remercie beaucoup. On applaudit nos Et sur LinkedIn, experts. sinon, on est tous sur LinkedIn. Eh bien voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de ces 3 jours caféinés. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour le prochain Paris Coffee Show.
En attendant, si vous voulez rester au courant des dernières actualités du café de spécialité en France, abonnez-vous au compte du Collectif Café et du Paris Coffee Show sur vos réseaux sociaux.